Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, une des dernières classrooms sur le système immunitaire, qui sera pas très compliqué à aborder si jamais vous avez bien suivi les autres. Si c'est pas le cas, ce sera le moment de poser les questions à la fin du coup de la classroom. Et du coup, là, on attaque les perturbations du système immunitaire. Bien qu'on les ait un petit peu vues lors des dernières classrooms, là, on va les revoir vraiment plutôt de façon pointue sur cette classroom. Petit rappel du coup sur l'intérêt de notre système immunitaire, qui est quand même une fonction primordiale puisque c'est notre première défense contre toutes les infections qui pourraient nous être nocives. C'est le bouclier qui nous permet de lutter contre les agents malveillants, contre les antigènes, entre autres les infections, les toxines, mais aussi les anomalies cellulaires. Donc, j'ai relisté les différentes actions du système immunitaire. Donc, la défense contre les infections, bien sûr, que tout le monde connaît, mais la surveillance des cellules anormales. On a un système de veille dans notre système immunitaire qui nous permet de contrôler les cellules lorsqu'elles sont créées, savoir s'il y a une anomalie dedans. S'il y a une anomalie, il y a la destruction de la cellule. Si on n'a pas ce mécanisme qui se met en route, derrière, on a possibilité de créer les tumeurs et les cancers. On a bien sûr la réponse aux blessures. La réponse aux blessures, quand on se blesse, on va lutter contre une infection, mais le système immunitaire vient aussi réparer les tissus. Il n'a pas que cette action du coup de bouclier à proprement dit, on a aussi la réparation cellulaire. Il maintient l'équilibre inflammatoire, il y a des molécules pro-inflammatoires qui sont sécrétées par le système immunitaire et on a des molécules anti-inflammatoires qui viennent stopper l'inflammation qui sont demandées par le système immunitaire. Donc un bon système immunitaire, ça permet aussi de lutter contre une inflammation qui serait chronique. Et l'immunité adaptative qui nous permet d'avoir une protection contre les antigènes, contre les pathogènes qui est de plus en plus perfectionnée, pour le bien ou pour le mal, hein. Quand on prend l'exemple de l'allergie qu'on a vu il y a 2 semaines, pour le coup, c'est moins cool. Petit rappel du coup sur les étapes de l'activation immunitaire aussi, qu'on a déjà vu lors des dernières classes. Là, j'ai recité en plus du coup, enfin j'ai remis en détail vraiment ce qui se passe dans le corps. Donc on a bien sûr la première phase qui est la phase d'identification par les cellules sentinelles de notre système immunitaire qui vont venir détecter les PAMS et les DAMS qu'on a pu voir aussi dans les dernières classrooms. PAMS qui sont des motifs de danger, tandis que les PAMS sont des motifs pathogènes. Ils vont être situés du coup sur des molécules, sur des virus, des choses comme ça. Donc on vient détecter ces antigènes et ensuite on a la présentation du coup de cet antigène par la cellule sentinelle aux lymphocytes T. Les lymphocytes T, du coup, qui sont les lymphocytes responsables de l'immunité adaptative, qui permettent d'avoir une réponse adaptative qui va être spécifique à l'antigène qui va lui être présenté. Et comment ça se passe? Eh bien, lorsque notre lymphocyte T, on lui présente cet antigène, il va venir se différencier, se transformer en d'autres lymphocytes. Et on va avoir du coup les lymphocytes T helpers et les lymphocytes T tueurs. Les lymphocytes T helpers, pour ceux qui ont suivi les dernières classrooms, on a différents types d'aides, on a différents types d'immunités qui sont médiés du coup par ces lymphocytes T helpers. Ces lymphocytes T helpers, on va avoir l'immunité du coup de type TH1, TH2 et TH17, pour ne situer que ces trois-là, parce qu'il en existe bien d'autres, mais l'immunité est encore en pleine découverte scientifique. Du coup, les autres sont très compliqués à comprendre et à appréhender. C'est même pas, on n'est pas sûr des mécanismes qui sont mis en jeu dedans. Du coup, on va parler que de cela. Donc, présentation de l'antigène à notre lymphocyte T. Lymphocyte T se différencie soit en T helpers, T helpers de type 1, T helpers de type 2 ou T helpers de type 17. Cela, du coup, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous renverrai sur la classroom dans laquelle on en parle. Et du coup, bien sûr, les lymphocytes T tueurs qui vont être, eux, effectifs. Ces lymphocytes T helpers, du coup, ils vont sécréter certains médiateurs inflammatoires qui vont stimuler plus ou moins certaines cellules de l'immunité. Parce qu'en fonction du coup des antigènes qui sont présentés,
en fonction de si c'est une tumeur, si c'est un cancer, si c'est une infection, si c'est une allergie. On n'a pas les mêmes médiateurs inflammatoires qui sont sécrétés. On a vraiment des molécules spécifiques en fonction de notre infection, en fonction du coup de ce qu'on va trouver comme problème dans notre corps. Donc les lymphocytes T helpers induisent la sécrétion de certains médiateurs inflammatoires qui vont activer certaines cellules de l'immunité, ce qui permet d'avoir vraiment cette réponse adaptative qui va être spécifique à l'infection trouvée. Et suite à ça, du coup, on va avoir les productions d'anticorps par les lymphocytes B. On va aller médier cette information par les médiateurs inflammatoires qui vont marquer le pathogène pour faciliter du coup les lymphocytes à l'élimination de ce pathogène. Suite à cette production d'anticorps, on a la réponse du coup cellulaire, la reconnaissance du pathogène par les lymphocytes T tueurs, ce qui entraîne leur destruction. On va garder une partie des molécules qui vont être détruites afin de faire comme dans un disque dur. On conserve une petite donnée de ce qu'on a détruit pour derrière toujours être capable de reconnaître plus rapidement cette molécule qu'on vient de détruire afin d'avoir une immunité adaptative qui sera toujours plus forte. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, que tout est rentré dans l'ordre, on a la régulation de l'inflammation. Donc, le système immunitaire vient sécréter des molécules anti-inflammatoires comme les cytokines, comme les lymphocytes T régulateurs. On a aussi l'apoptose de nos propres cellules immunitaires afin de faire réduire du coup la quantité de cellules immunitaires vu qu'on n'en a plus besoin. Donc, on a des mécanismes qui permettent de réduire l'inflammation, de stopper l'inflammation une fois que notre système immunitaire a fait son taf. Ça, du coup, c'est dans le cas des réactions immunitaires aiguës. On a un système immunitaire qui va revenir à l'équilibre. Le problème, c'est quand il ne revient pas à l'équilibre. Pour vous donner quelques chiffres sur l'épidémiologie, le monde est malade, hein. Le monde dans son entier, et d'autant plus dans les pays industrialisés. Alors, ces chiffres, du coup, sont sortis de l'INSERM, l'Institut Pasteur et l'Institut français contre le cancer. Je suis allé les chercher sur des sites fiables quand même. Pour les maladies auto-immunes, à prendre avec des pincettes, on a une augmentation de 41% entre 2000 et 2022, d'après l'INSERM. Alors, bien que les maladies auto-immunes, il y en a beaucoup qui n'étaient pas diagnostiquées avant, qui sont diagnostiquées aujourd'hui, donc bien sûr, ça fait grossir les chiffres rapidement. Donc, c'est à prendre avec des pincettes de plus 41%. Mais l'idée générale, c'est vraiment qu'on a une augmentation de ces maladies auto-immunes qui sont caractérisées bien sûr par un dysfonctionnement du système immunitaire. Le cancer, on a quand même 4 millions de cancers en France par an. L'évolution est plutôt stable, voire très très légèrement à la baisse. Ouais, très très légèrement, c'est moins d'1% de tête. Mais on a quand même 4 millions de cancers et ça ne réduit pas de façon significative. Donc on a aussi une grosse dysfonction de notre système immunitaire sur toute cette sphère, sur les cellules du coup dysfonctionnement. Et les allergies, on a 13% de la population mondiale qui souffre d'allergies, la majorité étant dans les pays développés. Et l'OMS prévoit d'ici 2050 que 50% de la population sera atteinte. On a une grosse augmentation des allergies. J'ai pas trouvé de chiffres précis sur un laps de temps passé, genre entre 2000 et 2022, comme pour les maladies auto-immunes, mais dans l'idée, quasiment tout les sources disaient qu'il y avait une augmentation d'environ 7% entre les années 2000 et maintenant, ce qui est quand même énorme pour juste des allergies. Et on a 2% des maladies non diagnostiquées qui se réduisent à des troubles du système immunitaire, qui engendrent des symptômes, qui engendrent des troubles, qui impactent assez une personne dans son quotidien pour aller consulter un médecin ou pour aller à l'hôpital, mais qui derrière ne peut pas rentrer dans le cadre d'une maladie. C'est vraiment un dysfonctionnement du système immunitaire qui entraîne un mal-être chez cette personne. Donc, on a quand même beaucoup de personnes malades dues à un dysfonctionnement de notre système immunitaire, et encore plus dans les pays modernes et développés. Donc, on a un réel travail, une réelle pédagogie à amener chez ces personnes qui ont ces troubles-là, et même à prévenir, puisque la naturopathie veut aussi prévenir les maux de ces personnes. Et on va voir comment on va le faire. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait autant de personnes qui soient atteintes par cette dysfonction de ces maladies auto-immunes, et encore plus aujourd'hui? Enfin, tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans le système immunitaire sont des mécanismes qui sont malheureusement très sensibles. Ça demande tellement de réactions dans le corps, de réactions métaboliques, de communication, donc avec des signaux, de médiation avec l'inflammation. On a beaucoup de mécanismes qui se mettent en route dans notre système immunitaire. Donc, qui dit beaucoup de mécanismes,
dit beaucoup de possibilités de biaiser ces mécanismes. C'est un peu comme les voitures électriques, enfin les voitures qui sont de plus en plus électriques aujourd'hui dans le tableau de bord et tout. Plus il y a d'électronique dans la voiture, plus il y a de pannes qui sont liées. Et bien le système immunitaire, c'est exactement pareil. On a un premier facteur et qui est un des plus importants, qui est la génétique et l'épigénétique. Donc la génétique, c'est bien connu, hein, les maladies auto-immunes ont un gros terrain génétique. Quand quelqu'un en a une dans la famille, bien souvent les autres en auront aussi. Les cancers, c'est pareil, et les allergies aussi. Donc on a un gros terrain génétique qui influence pour beaucoup la façon dont chacun va réagir quand on a une détection d'un antigène. Et on a l'épigénétique aussi sur lequel on pourra faire quelque chose. Ça, je pense que je vais demander à Alexandra pour faire une classroom sur l'épigénétique, ça peut être vraiment intéressant. L'épigénétique, ça va être la façon dont le corps va exprimer un gène. On n'est pas sur une mutation de l'ADN, sur un changement, ça va être tout ce qui se passe du coup au niveau de notre noyau cellulaire, au niveau de l'ADN, ARN et tout l'environnement micronutritionnel qui va être lié à la bonne expression de nos gènes. Et quand on a un environnement, un terrain du coup qui est mauvais, eh ben, on a une mauvaise expression de ces gènes. Du coup, on a un changement dans la façon dont le corps exprime notre ADN, en fait. Et ça, on a tout un pan de travail à faire qui est vraiment sympa. Bien sûr, on a aussi les facteurs environnementaux, hein, la pollution, le stress, le perturbateur endocrinien, on en a déjà parlé, qui est et qui explique pourquoi est-ce que dans nos pays modernes, on a une aussi grosse incidence sur notre système immunitaire. On est des pays qui sont extrêmement pollués, où on est sujet à des stress énormes et où on a une alimentation qui est très riche en perturbateurs endocriniens. L'âge. Plus on vieillit et moins notre système immunitaire est performant, donc on a un plus grand risque de tomber malade déjà, mais au niveau des cancers et des tumeurs, on a un moins bon contrôle de nos cellules défectueuses, donc on a plus de risques d'avoir un système immunitaire qui va entraîner du coup ces troubles. On peut éduquer notre système immunitaire, on peut le maintenir en bonne santé, mais ça passe par une bonne hygiène de vie. On a certaines ressources aussi en complément alimentaire qui sont sympas. Le sexe, les femmes ont des réactions immunitaires qui sont mieux adaptées grâce aux œstrogènes. En effet, les œstrogènes permettent de réguler les réactions immunitaires en bien, en mal. Donc, les femmes ont des réactions immunitaires qui sont mieux adaptées, ce qui explique qu'elles ont, par exemple, moins de cancer. Et donc, bien sûr, quand on différencie hommes et femmes au niveau d'un terrain en naturopathie ou en santé, c'est bien sûr que les hormones sont liées du coup à cette problématique. Donc les androgènes, les œstrogènes et la progestérone comme la prolactine influencent la sécrétion de certains lymphocytes helpers, donc qui vont entraîner plus ou moins de troubles au niveau des fonctions immunitaires. Par exemple, à partir de la préménopause chez la femme, il y a de grands risques d'avoir des maladies auto-immunes. Tout comme après l'accouchement, il y a de grands risques de déclencher des maladies auto-immunes parce que la balance, du coup, au niveau des hormones, induit une immunité de type 17, donc avec des lymphocytes T helpers de type 17, et qui provoque du coup derrière l'auto-immunité. Donc les hormones ont un grand rôle à jouer pour avoir de bonnes réactions immunitaires. Ce qui induit du coup, nous, dans notre travail, de vérifier notre sphère hormonale chez les hommes comme chez la femme pour pouvoir intervenir sur la fonction immunitaire. La sphère endocrine, bien sûr, qui intervient notamment au niveau des communications, au niveau des signaux immunitaires. Par exemple, si je prends l'exemple de l'insuline, quand elle communique, quand elle vient se mettre sur son récepteur, elle communique son petit message pour savoir ce qu'on va faire de notre triglycérides, s'il faut faire rentrer le sucre, s'il faut l'envoyer dans les mitochondries, tout ça, eh bien, elle emprunte le même voie que l'inflammation, la cascade des kinases. Donc, on a certains signaux qui peuvent se perdre, que ce soit entre l'immunité ou entre l'insuline, à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir une bonne balance endocrine qui est correctement fonctionnelle pour avoir une bonne communication des signaux immunitaires. Poids, parce que la masse graisseuse augmente la production des cytokines pro-inflammatoires. Donc, si on augmente la production de cytokines pro-inflammatoires, on a une immunité qui va traîner en longueur, qui va pouvoir, du coup, qui ne peut pas revenir à son état initial, se réguler derrière. De plus, le poids, la masse graisseuse entraîne une production accrue des œstrogènes chez la femme aussi.
Donc, on peut avoir des troubles du coup immunitaires à cause d'une surproduction des œstrogènes. Quand le bien, donc les œstrogènes qui protègent, normalement qui régulent correctement notre système immunitaire, et ben quand on en a trop, là, ça le dérégule. Toute une histoire de balance. Et bien sûr, l'alimentation. L'alimentation, si je donne juste l'exemple, par exemple, des oméga 3 et des oméga 6, la fameuse balance qui n'est pas respectée dans nos pays industrialisés, ça joue pour beaucoup sur la façon dont va s'exprimer notre système immunitaire. D'ailleurs, je fais un focus à la fin de la classroom sur ces oméga 3 et ces oméga 6 pour que vous compreniez bien pourquoi c'est important d'avoir une balance correcte et de savoir comment travailler avec cette balance. Tout ça, du coup, pour en venir à notre mécanisme qui est indispensable afin d'avoir une immunité qui va revenir à la normale. Les fameux lymphocytes T régulateurs qu'on a déjà vus dans d'autres classrooms. On va en reparler rapidement ici. Ces lymphocytes T régulateurs, ils modulent la réponse immunitaire. Comme leur nom l'indique, ils vont permettre d'abaisser une immunité de type TH1 ou TH2 ou une immunité de type TH17 ou alors de l'augmenter. Ils viennent réguler. On a vraiment une modulation du coup de ce système immunitaire en équilibrant les lymphocytes T auxiliaires, les TH1, TH2 et TH17. Donc par exemple, pour l'excès d'inflammation, on sera dans le cas d'un excès de TH1. Pour tout ce qui va être pathologie infectieuse et cancer, pareil, c'est dû à une immunité de type TH1, un excès de TH1. Moduler les manifestations allergiques, ce sera un excès de TH2. Et l'auto-immunité et l'activité de l'auto-immunité, c'est type TH17. Donc, avoir des mécanismes qui permettent d'entretenir la bonne sécrétion de ces lymphocytes T régulateurs, ça permet de moduler la réponse immunitaire, d'avoir une bonne réponse immunitaire et de revenir à un état stable où tout le monde est sur la même longueur afin de ne pas avoir de dérive derrière de création de cancer, d'auto-immunité ou avoir des allergies à tout va. Le problème, c'est qu'encore une fois, du coup, notre vie moderne va à l'encontre de l'activation de ces lymphocytes T régulateurs, notre alimentation industrielle, les oméga 3 et les oméga 6 qui sont plus dans la même balance, le stress chronique, l'inflammation de bas grade et les statuts micronutritionnels qui sont non physiologiques. Donc, plus en détail, je vous ai refait ce, si on peut appeler ça un tableau, pour vous indiquer les différentes voies à venir travailler pour travailler sur la fonction de la régulation de l'immunité via les lymphocytes T régulateurs. Qu'est-ce qui va pouvoir venir biaiser et comment est-ce qu'on va pouvoir venir travailler dessus, nous, en naturopathie. Et c'est quelque chose que je vais vous inviter à faire de façon, enfin, pour un peu toutes les sphères, sur tout ce que vous voulez travailler, regardez de façon globale qui vient influencer sur quoi, afin de pouvoir avoir un ordre d'idées sur les choses qui vont être importantes à faire, prioriser les choses aussi. Parce qu'on a vu la semaine dernière que quand on travaillait bien souvent sur une chose, on travaille sur tout un groupement de fonctions derrière. Donc, on peut venir travailler sur plusieurs choses à la fois. En tout cas, ici, sur les lymphocytes T régulateurs, première chose, l'inflammation. Comment est-ce qu'on va pouvoir venir réguler l'inflammation, aller à la baisse? Eh ben, on va veiller déjà à un bon taux de vitamine D. On a vu que le statut micronutritionnel de la vitamine D est très importante, que ce soit pour l'expression des gènes, donc pour l'épigénétique, comme pour la médiation de certains signaux ou la communication au niveau des récepteurs de la sphère endocrine. Donc un bon taux de vitamine D, ça luttera contre l'inflammation. Tout ce qui va être dysbiose, on a vu que les dysbioses de putréfaction, donc avec des bactéries à parois gram-négatives, sont reconnues par notre système immunitaire, par les cellules sentinelles de notre système immunitaire au niveau de notre intestin. S'ils sont reconnus, derrière, on a communication comme quoi il y a des antigènes au niveau de notre intestin. Donc, on a une activation de notre système immunitaire. Qui dit activation de notre système immunitaire dit qu'on stoppe la sécrétion des lymphocytes T régulateurs afin de pouvoir sécréter plus de lymphocytes T en fonction de l'antigène trouvé. Donc la dysbiose, une dysbiose de putréfaction induit une réponse inflammatoire. Le stress oxydatif, bien sûr, le stress oxydatif, ça détruit un petit peu tout sur son passage, ça crée énormément d'inflammation. Un bon statut en EPA, DHA et DGL, on en reparle juste après dans les slides qui parlent des oméga 3 et des oméga 6. Et un bon statut en cortisol, donc à des doses physiologiques, il n'en faut pas trop, il ne faut pas qu'il soit effondré non plus parce que le cortisol est anti-inflammatoire. Il vient du coup réguler
l'inflammation chronique. Au niveau de la dysbiose, cette dysbiose du coup qui influe sur notre inflammation et qui influe aussi tout simplement sur la sécrétion des lymphocytes T régulateurs. Quand on est en dysbiose, on a une sécrétion qui est moins importante. Comment on accompagne cette dysbiose? On l'a déjà vu plusieurs fois. On va pouvoir travailler sur notre mucus intestinal, sur l'intégrité de la paroi et non pas de la partie, l'intégrité de la paroi intestinale, avoir une bonne chasse biliaire. La bile, du coup, a un rôle de Karcher au niveau des intestins, notamment au niveau de l'intestin grêle. Donc, avoir une bonne libération de bile, ça permet de venir nettoyer notre intestin grêle. Une alimentation qui va être équilibrée, un bon ratio en protéines, un bon ratio en légumes, en fibres, afin d'équilibrer la flore de putréfaction et la flore de fermentation. Et bien sûr, et toujours des fonctions digestives en amont. On commence au niveau de la sécrétion de la salive, au niveau de la mastication, qui vont être correctes, qui vont être fonctionnelles. Parce que si on a des fonctions digestives qui ne fonctionnent pas bien, bah derrière, c'est tout le reste de la digestion qui en pâtit malheureusement. Donc bien vérifier en amont, tout le temps, si tout va bien. Et si quelque chose ne va pas, venir travailler dessus, parce que c'est partie des causes de cette dysbiose, de ces dysbioses. Au niveau de notre cortisol, il faut vérifier que la personne ait un sommeil qui soit correct, avec un temps de sommeil qui soit correct, avec un lever qui soit correct, avec pas trop de réveils ou des réveils qui perturbent très peu le sommeil durant la nuit. On va lutter bien sûr contre le stress chronique. Et s'il y a stress chronique, mettre en place du coup des choses dans le quotidien de la personne afin de lutter contre ce stress chronique, afin de ne pas troubler la courbe de sécrétion du cortisol. De l'exercice modéré, qui a un effet anti-stress et qui permet, entre autres, d'entretenir un bon état de santé. Limiter la consommation des stimulants comme le café, comme les boissons énergisantes, comme le thé, comme tous ces trucs-là, qui viennent libérer du coup, qui viennent stimuler les surrénales et libérer du cortisol. C'est pour ça qu'on a un coup de boost derrière. Donc on limite la consommation des stimulants encore plus à jeun. Et la chrononutrition, c'est vraiment top ça pour alléger les courbes du cortisol ou pour les entretenir. Bien manger au bon moment de la journée, apporter à notre corps les nutriments, les micronutriments dont il a besoin en fonction du coup du moment de la journée, on a vraiment des effets de folie. La balance œstrogène-progestérone, bien sûr, qui vient influencer du coup sur l'immunité, donc sur les sécrétions des lymphocytes T régulateurs. On a le stress chronique qui vient biaiser cette balance au profit du coup des œstrogènes, parce que on a la base de la sécrétion de la progestérone qui est la même que le cortisol. Donc du coup, le corps privilégiera toujours la réponse au stress plutôt que la réponse aux hormones sexuelles, parce que quand on est en état de stress, qu'on lutte du coup pour répondre au rythme qu'on nous impose à notre corps, le corps part du principe qu'on n'est pas dans un état correct pour avoir un enfant. Si on regarde nos ancêtres, c'était logique. Fallait soit aller chercher à manger et courir après les mammouths ou faire des enfants, mais les deux étaient bien compliqués. Donc, on a toujours cette réponse-là. L'hyperœstrogénie, dans les cas, par exemple, d'endométriose, d'adénomiose, qui sont souvent médiés à une hyperœstrogénie, ben derrière, on a un trouble de la fonction immunitaire. La ménopause, avec la chute de la progestérone puis de l'œstrogène, pareil, ça vient troubler la réponse immunitaire. Donc, accompagner la ménopause, ce sera un gros plus pour limiter l'apparition, par exemple, des maladies auto-immunes. Le surpoids, comme j'expliquais tout à l'heure, dans la graisse, on a l'aromatase, c'est la production du coup des œstrogènes. Donc, lutter contre le surpoids, sensibiliser sur ce surpoids, et bien derrière, on pourra venir travailler aussi sur la régulation de notre système immunitaire. Et bien sûr, les contraceptifs hormonaux, qui sont des catastrophes pour le système immunitaire. Mais ça, c'est pas notre sort. Donc, à travailler avec les médecins, avec les gynécos, pour faire quelque chose derrière. Et le statut en vitamine D, donc veiller à une bonne exposition au soleil, une bonne alimentation, on en trouve un petit peu dans l'alimentation, hein. Un univers micronutritionnel qui est correct avec un bon taux de vitamine B, le magnésium qui est important hein, pour l'utilisation de la vitamine D, et la vitamine A bien souvent qui est couplée à la vitamine D pour venir dans le cas de la transmission des signaux endocrines. Et bien sûr une bonne digestion des graisses parce que la vitamine D est une vitamine
liposoluble, elle se met dans les graisses. Donc, pour bien l'intégrer à notre corps, il faut qu'on ait une bonne digestion des graisses. Donc, bien veiller à ce que la personne ait une bonne digestion des graisses quand vous travaillez sur la vitamine D. Et les maladies auto-immunes qui sont un consommateur de vitamine D assez impressionnant. Donc, en cas de maladie auto-immune, demandez à ce que la personne fasse contrôler régulièrement son taux de vitamine D afin de pouvoir complémenter soit régulièrement, soit quotidiennement en vitamine D. Donc voilà, pas mal de choses à faire juste pour stimuler les lymphocytes T régulateurs, donc derrière moduler l'immunité et venir travailler sur les dysfonctions de notre système immunitaire. L'inflammation aussi sera un gros point pour venir travailler sur les dysfonctions de notre système immunitaire et d'une façon générale, les 8 points qui sont abordés ici, la génétique, on ne peut pas y faire grand-chose, l'épigénétique pour le coup, les facteurs environnementaux, l'âge, on ne peut pas y faire grand-chose non plus, on peut entretenir notre système immunitaire, le sexe en veillant du coup à la bonne balance des hormones, la sphère endocrine, le poids et l'alimentation. Tout ça, ça va être des choses sur lesquelles vous pouvez, vous, avoir un impact, un gros impact en plus, pour venir réguler les fonctions du système immunitaire. Donc, go, il y a du travail à faire. Donc, en pratique, le tableau, je vous l'avais déjà mis celui-là. Mais bon, je vous le remets ici. C'est toujours bien de récapituler. En cas de réaction inflammatoire disproportionnée, en cas d'antécédent de cancer, on a un équilibre de type TH1, de lymphocyte T helper de type 1 qui est dysfonctionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On va favoriser la voie des lymphocytes T régulateurs avec ce qu'on a vu juste avant. Avec les allergies, les problématiques chroniques des fanères ou les pathologies ORL à répétition, cette fois, on est dans le cas d'un mauvais équilibre de type TH2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On favorise la voie des lymphocytes T régulateurs. Et pour l'équilibre TH17, en cas d'inflammation chronique et de maladies auto-immunes, pareil, on va favoriser la voie des lymphocytes T régulateurs. Donc, on a une dysfonction globale du système immunitaire. On va favoriser la voie des lymphocytes T régulateurs. On va rééquilibrer le corps, on va rééquilibrer le terrain afin de pouvoir moduler l'inflammation correctement. Et on ne parle pas d'écraser du coup le système immunitaire ou autre. On n'a pas cette faculté-là avec les moyens naturels. On est là pour vraiment équilibrer notre système immunitaire. Et c'est ça qu'on veut. Quand on a un système immunitaire qui est équilibré, on a derrière un corps qui fonctionne correctement et qui a peu de chances du coup de venir créer des troubles ou des maladies liées à une dysfonction du système immunitaire. Le fameux focus sur les oméga 3 et les oméga 6. On sait tous que les oméga 3, ils sont anti-inflammatoires, tandis que les oméga 6, ils sont pro-inflammatoires. Pourquoi? Comment est-ce que ça se fait? Et pourquoi est-ce que l'apport en oméga 3, il ne donne pas toujours de résultats? Pour les apprenants qui sont là, qui ont déjà fait des consultations, par exemple, et que vous avez donné des oméga 3 et que ces oméga 3, la personne vous a dit bah, j'ai pas senti d'effet, ça a donné rien du tout. Si vous avez en plus la chance de travailler avec un médecin, vous voyez bien sur la prise de sang que les médiateurs inflammatoires qui sont dosés, ils n'ont strictement pas baissé. Comment ça se fait? Et est-ce que tous les oméga 6 ils sont mauvais? Chose aussi super importante. Et du coup, comment optimiser l'apport de nos consultants, mais d'une façon générale, comment veiller à avoir une bonne balance et comment avoir la pédagogie avec nos consultants pour leur faire comprendre que c'est important d'avoir une bonne balance. Tout ça pour en venir que avant d'inclure un changement, je parle d'oméga 3, je parle d'oméga 6, mais un changement, peu importe, des plantes adaptogènes, des choses comme ça, dans la vie de votre consultant, demandez-vous si ce changement sera bénéfique déjà. Bon, si vous y avez pensé la plupart du temps, c'est qu'il est censé être bénéfique. Mais surtout si le terrain est capable d'accueillir du coup ce changement. Est-ce que ce que vous allez lui donner, est-ce que vous allez lui conseiller au niveau de l'alimentation, est-ce que vous allez lui conseiller au niveau de l'hygiène de vie, est-ce que son terrain, est-ce que son corps, il est capable d'en faire quelque chose derrière? Il y a des personnes, vous allez pouvoir leur donner des plantes qui vont, des plantes adaptogènes par exemple, qui vont stimuler les surrénales, pour avoir plus de cortisol. Donc derrière plus de cortisol, donc une meilleure réponse au stress, des personnes qui seront moins fatiguées, moins de problèmes pour se lever le matin, par exemple. Si les surrénales elles sont épuisées, si la personne sort d'un burn-out ou d'une grosse dépression, les plantes adaptogènes
eh ben, vous allez demander de stimuler quelque chose qui est vide, ça ne va rien donner. Donc, l'intention est bonne, les plantes adaptogènes induisent une meilleure réponse au stress. Mais faut-il que le corps ait la capacité, du coup, de produire ce qu'il faut pour avoir une meilleure réponse au stress? Donc, d'une façon générale, oméga 3, oméga 6, vitamine D, plantes adaptogènes, tout ce que vous souhaitez, demandez-vous si la personne est capable, enfin, si le corps est capable d'en faire quelque chose de ce conseil. Et dernière chose, ce qui pourrait perturber l'impact de ce conseil. On va le voir juste après. Le fameux métabolisme des oméga 3 et des oméga 6. Pourquoi est-ce que cette balance est importante? Alors, il y a plein de super lignes là, je vais vous les expliquer. Bon, alors déjà, vous avez vu oméga 6 et oméga 3. Oméga 6 d'un côté, oméga 3 d'un autre. Ce qui va être intéressant à remarquer, c'est qu'on a pas mal de mécanismes qui vont être parallèles les uns avec les autres. On va parler de l'enzyme delta 6 désaturase. La delta 6 désaturase, elle permet de faire passer l'acide linoléique des oméga 6 en acide gamma-linoléique, la GLA. Mais cette enzyme delta 6 désaturase, elle permet de faire passer les AL aussi en AG. Donc en fait, première chose, on a une enzyme qui est en commun avec les oméga 3 et les oméga 6. Première chose à remarquer. Après, les enzymes ont chacun leur rôle. Chose importante, du coup, c'est qu'on a une compétition qui se fait à ce niveau-là entre les oméga 3 et les oméga 6. On a une quantité limitée de delta 6 désaturase. Donc, c'est pas parce qu'on va apporter plus d'oméga 3 qu'on aura forcément une meilleure réponse inflammatoire. Parce qu'il faut que les oméga 3, si vous les intégrez via l'alimentation, par exemple, il faut qu'ils soient transformés en AG, puis en EPA et DHA. Parce que c'est eux derrière qui vont avoir cette fonction modulateur inflammatoire. Les AL, qu'on va retrouver dans certains aliments, n'ont pas cette fonction anti-inflammatoire, il faut qu'ils soient transformés. Donc ça passe forcément par cette delta 6 désaturase. Donc, si la personne mange beaucoup d'oméga 3 dans son alimentation, c'est génial. Si à côté, elle bouffe de la charcuterie tous les jours, tous les repas, on va avoir un taux d'oméga 6 qui va exploser. Et vu qu'on a une compétition au niveau de cette delta 6 désaturase, si on a 20 molécules d'oméga 6 pour 3 molécules d'oméga 3, eh ben, le ratio, il n'est pas bon. Il n'est pas bon et on a plus de chances d'avoir les oméga 6 qui vont être convertis en GLA plutôt que les AL qui vont être convertis en AG. Donc, quand on rééquilibre l'alimentation, on n'augmente pas que les oméga 3. On baisse aussi les oméga 6. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, ça dépend des personnes. Ça va dépendre si la personne mange des oméga 6 ou pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Autre point important à voir, c'est qu'on va avoir un univers micronutritionnel qui va être important aussi. Quand on augmente la consommation des AAL, derrière, il faut qu'on ait du magnésium, du zinc, de la vitamine B6, B8 et B12 qui va être importante. Il faut qu'il soit dans des doses qui soient physiologiques. Et là, la delta 4 désaturase a besoin, elle, de vitamine C et de B3. C'est les mêmes vitamines. Il nous faut un bon univers micronutritionnel, un terrain qui est capable, du coup, d'induire ces transformations des différents oméga 3. Autre chose dans les oméga 6. Les oméga 6, on dit qu'ils sont pro-inflammatoires. La plupart sont pro-inflammatoires, en effet. L'acide arachidonique, elle, est pro-inflammatoire. Par contre, on a les DGLA qui sont des modulateurs inflammatoires et qui sont très, 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 très puissants. Il ne faut pas négliger cette consommation de DGLA parce que cette consommation de DGLA, c'est un des plus puissants leviers à activer en cas d'inflammation. De plus, on n'oublie pas que les oméga 6, il ne faut pas les prendre en chasse non plus. Les oméga 6, comme les acides gras saturés, on en a besoin pour les hormones, on en a besoin pour fabriquer du cortisol, on en a besoin dans tous les cas pour fabriquer certaines molécules. Donc, il ne faut pas les supprimer, il faut réduire la consommation de leur consommation pour augmenter celle des oméga 3. Donc, voilà pourquoi on peut avoir des échecs quand on accompagne du coup l'inflammation avec des oméga 3. Parce qu'on a trop d'oméga 6, donc derrière on a une mauvaise conversion. On peut aussi avoir un univers micronutritionnel qui est biaisé. Donc ça, j'ai dit, la compétition de la delta 6 désaturase, la mauvaise conversion de la L, ouais. La delta 6 désaturase est très très sensible aussi aux facteurs exogènes. Donc, les acides gras saturés et trans
rentrent dans la compétition et viennent biaiser du coup cette transcription cette métabolisation des AAL derrière en EPA et DHA. Le stress, la résistance à l'insuline, l'alcool, la grossesse et l'âge qui sont aussi des facteurs intervenant dans cette mauvaise conversion. Et encore une fois, attention à l'environnement micronutritionnel, magnésium, zinc, vitamine C, B3, B6, B8, B12. Donc attention aux végétariens qui ont souvent une très très bonne consommation en termes d'huile d'oméga 3 et d'oméga 6, ils ont souvent une bonne balance. Mais attention à ce qu'il y a assez de vitamine B12 parce que la plupart des oméga 3 de l'alimentation sont sous forme du coup d'AAL, donc ils ont besoin d'être convertis. Donc il faut l'environnement micronutritionnel, dont de la vitamine B12. Donc bien vérifier que la vitamine B12 soit consommée en assez grande quantité ou complémentée régulièrement chez le végétarien. Donc complémenter sera bien plus intéressant. Donc niveau alimentation, je vous ai refait un tableau, vous pouvez le copier, l'imprimer, faire une capture d'écran. En AAL, on va avoir toutes les huiles quasiment végétales, bien qu'il y en ait d'autres, par exemple, qui sont riches en GLA et DGLA, du coup, l'huile d'olive, l'huile de bourrache, l'huile de nagre. L'huile de bourrache et l'huile de nagre, dans les pathologies inflammatoires, dans l'accompagnement de l'inflammation, c'est vraiment génial. Notamment l'huile de nagre, du coup, qui a plus de 20% de DGLA. À complémenter avec un peu d'oméga 3, parce qu'on a quand même à côté pas mal d'acide linoléique dedans, donc quand même mettre des oméga 3 afin d'avoir une bonne balance. En EPA, DHA, donc qui n'ont pas besoin de conversion. Les petits poissons gras, les algues et les œufs bleu blanc cœur, donc qui sont nourris avec une alimentation riche en oméga 3. Et du coup, ceux qui vont être à éviter, l'acide linoléique, l'huile de germe de blé, l'huile de cartame, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de noix. Attention, les noix en oléagineux sont très très riches en oméga 6 aussi. Et les AA, la viande, la charcuterie, cela, c'est tous ceux qui sont d'une manière générale dans les accompagnements retirés assez rapidement lorsqu'il y a une trop forte consommation. Et dernier point, parce que oui, on n'a pas tout le temps besoin de passer par l'alimentation. Des fois, on peut complémenter. Comme ça, on évite cette voie-là. Quand on complémente, on peut donner aussi des doses qui sont bien plus importantes. Et des fois, quand on complémente, on n'a toujours pas d'effet. Les compléments sont souvent à base de PA et DH pour les oméga 3. Pourquoi? Un des facteurs principaux sera la mauvaise digestion des graisses. C'est comme pour la vitamine D. L'oméga 3, c'est une graisse, elle a besoin d'être émulsifiée pour être correctement intégrée, digérée et passer du coup sous forme de micelle les parois intestinales. Et donc pour ça, on a besoin de bile. Ça, c'est une slide que j'avais fait sur la classroom du pancréas et du foie, justement. Et du coup, pour avoir une bonne libération de bile, donc une bonne digestion des graisses, donc une bonne assimilation des oméga 3, on a besoin d'une bonne acidité gastrique au niveau de notre estomac et d'avoir un peu de graisse dans nos repas, parce que lorsque l'acidité gastrique et les graisses de l'estomac passent et arrivent au niveau du duodénum, ça induit la sécrétion de la CCK. La CCK qui, elle, augmente la production de la bile, qui vient stimuler la vésicule biliaire afin d'avoir la libération de la bile dans le sphincter d'Oddi. Donc, une émulsifiant au niveau de ce sphincter d'Oddi dégraisse, donc une bonne digestion derrière. Donc, toujours bien vérifier qu'il y ait bien une bonne digestion des graisses avant de complémenter, avant de renforcer la consommation des oméga 3. Et pour optimiser du coup cette libération biliaire, toujours ce petit tableau, qu'est-ce qui va pouvoir venir biaiser l'acidité gastrique? On va favoriser les repas qui vont être pris lentement, avec une bonne mastication, comme ça une bonne communication au niveau de notre système nerveux, de la bouche jusqu'à l'estomac, on a une bonne sécrétion d'acidité gastrique. Mais il faut aussi une thyroïde qui va être fonctionnelle. L'acidité gastrique est en corrélation totale avec les hormones T3 de la thyroïde. Donc, quand on a une mauvaise concentration d'hormones T3 ou une mauvaise communication des hormones T3, on a un manque d'acidité gastrique qui va induire une mauvaise digestion des graisses. Pas de boisson avec du bicarbonate dedans. On retire les boissons gazeuses des repas. C'est vraiment la plus mauvaise idée du monde, certes. Ça aide à digérer parce qu'on a moins d'acidité, du coup on a moins de
lourdeur au niveau de l'estomac, on a moins de remontée acide, mais derrière, ça biaise complètement les mécanismes de la digestion et ça de l'estomac, donc derrière, jusqu'au sphincter. Le stress réduit l'acidité gastrique, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, qui sont un médicament. Donc, on travaille avec les médecins si jamais il y a ça et que vous souhaitez sevrer, que vous souhaitez accompagner. Et bien sûr, toujours l'âge, on réduit du coup la sécrétion d'acidité gastrique. Le stress, ça vient biaiser aussi la libération de la bile. Pour optimiser le stress, on va pouvoir optimiser les neuromédiateurs, le sommeil, la gestion du quotidien, avoir un sport qui va être modéré et une bonne relaxation. Et attention au dysfonctionnement mécanique, à bien faire attention en cas d'ablation de la vésicule biliaire. Ben là, on a la bile qui se libère de façon continue en fait dans la journée. Donc, elle ne se libère plus au moment des repas. Donc, on a une mauvaise gestion des graisses au moment du repas. Donc là, on peut complémenter par exemple avec de la bétaïne, des choses comme ça. Et bien sûr, les calculs biliaires. Si vous voyez un calcul biliaire, attention à plutôt faire accompagner par la médecine parce que là, on n'a pas grand-chose à faire en naturopathie. On va passer du coup à notre fameux cas pratique. Aujourd'hui, on a Thomas, 40 ans, en couple avec un enfant. Il est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde et ce depuis plusieurs années. Cependant, il a une détérioration de son état qui se fait sur ces derniers mois. Et son médecin lui a conseillé de revoir son alimentation et son quotidien parce qu'au niveau des médicaments, on va le voir, c'est déjà très compliqué. Le stress dans son quotidien en soi, ça va, enfin dans sa famille, dans son boulot, c'est OK. Mais il a quand même beaucoup de stress et d'angoisse qui sont dus à sa maladie. Au niveau du sport et des loisirs, bah, il a peu de dépenses et d'activités à cause des douleurs de la polyarthrite. Le système digestif, on retrouve des repas complexes. Les repas complexes, donc c'est avec beaucoup d'aliments différents ou en trop grosse quantité qui vont lui provoquer des lourdeurs. Il ne digère pas les petits poissons gras. Les sardines, c'est même pas la peine de lui en parler, c'est une catastrophe. Au niveau des hormones, il a une baisse de la libido suite à la détérioration de sa maladie. Il l'a pas dit, mais moi je pense que c'est lié à son stress du coup. Le sommeil est peu qualitatif avec des difficultés pour s'endormir et des réveils nocturnes. Le pauvre, il enchaîne, hein. Et on va retrouver en traitement des anti-inflammatoires, bien souvent dans les polyarthrites rhumatoïdes, les feralgan qui ont trop de douleurs, des analgésiques et des inhibiteurs de la pompe à protons, des IPP. Ce qui est bien, c'est que le médecin a accepté de collaborer avec moi. Enfin, c'est même lui qui lui a conseillé d'aller voir un naturopathe pour travailler son alimentation et son quotidien. Donc, il accepte de collaborer. C'est trop cool. Euh, il m'a dit que la vitamine D ne remontait pas, que l'inflammation était très très prononcée depuis plusieurs années. Et là, il voulait parler au niveau biologique, au niveau sanguin, du coup. Les INS, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils posent de plus en plus de problèmes. Il a le foie qui est en train de lâcher, donc très compliqué. Il a un poids qui est en forte augmentation depuis quelques temps, alors qu'il n'a pas changé d'alimentation. Au niveau de ses antécédents, ben, il ne connaît pas ses parents, donc il ne connaît pas ses antécédents non plus. Et au niveau de son alimentation, les repas sont préparés par sa femme et ils sont réalisés pour toute la famille, donc pour les deux parents et le petit. Le matin, c'est souvent tartine avec beurre et confiture et un café. Le midi, repas pris à la cantine du boulot, c'est des féculents et de la viande. Et le soir, c'est un repas assez léger, salade, soupe, poêlée de légumes. Et ils font très attention à ce qu'ils mangent. En termes de qualité, du coup, ce sont des légumes qui sont bio. J'ai mis légumes, mais c'est légumes, enfin, ce qu'ils mangent chez eux, c'est bio et c'est local au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de l'alimentation, on a une alimentation qui est quand même à travailler, hein. Le matin, le midi, la collation, ça peut faire du bien, du coup, donc plutôt induire de la chrononutrition là-dedans. La famille fait attention à la qualité de ses aliments. Donc souvent, quand les personnes sont motivées par le fait de bien manger, derrière induire des changements alimentaires en leur, en mettant de la pédagogie dedans, en leur disant que ces changements alimentaires, c'est bon pour ça, 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 ben souvent, ça se fait plutôt facilement parce qu'il y a déjà cette volonté de bien se nourrir, donc faire des repas qui sont en plus bien équilibrés et adaptés à la pathologie ou au corps humain, eh ben, c'est une source de motivation supplémentaire. Et
Les repas sont gérés par la femme de Thomas et non par Thomas. Donc là, on va parler, en consultation, je parle à Thomas, je ne parle pas à sa femme. Sa femme comprendra peut-être pas pourquoi est-ce qu'il est important de faire ça, 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 ça en termes d'alimentation. Donc, on va mettre les grandes lignes à travailler, mais on va surtout suggérer des recettes faciles à faire ou pour s'inspirer afin que la femme de Thomas, elle, empathise pas trop du coup des changements alimentaires que le naturopathe va induire. Euh, Au niveau digestif, on a une mauvaise digestion au niveau de l'estomac et de la bile. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait dire ça? Les repas complexes sont compliqués à digérer. Ça va bien souvent d'un manque d'acidité gastrique, une mauvaise activation des enzymes, du coup, et une mauvaise libération de la bile. Et la mauvaise digestion des petits poissons gras, eh ben, c'est bien souvent lié à la bile. Plus la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, eh ben, c'est très connu pour avoir des troubles digestifs. En effet, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, du coup, ils stoppent la production du mucus gastrique. S'il n'y a pas de mucus gastrique, il y a une attaque directe de l'acidité gastrique sur la paroi intestinale, ce qui peut provoquer des ulcères. C'est pour ça que souvent, ils sont donnés avec des inhibiteurs de la pompe à protons afin d'arrêter la production de l'acidité gastrique, afin de ne pas créer d'ulcères quand on prend ce type d'anti-inflammatoire. Mais si on n'a plus d'acidité gastrique, et ben on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a une mauvaise libération de la bile, on a une mauvaise digestion tout simplement par mauvaise corrosion du coup de nos aliments. On a une mauvaise activation de nos enzymes, donc on a plein de mécanismes qui sont biaisés. Et donc du coup, mauvaise assimilation des graisses par manque d'acidité, ce qui explique pourquoi la vitamine est toujours basse. Du coup, on aurait pu déduire aussi qu'il y avait une mauvaise digestion des graisses parce que la vitamine D est toujours basse malgré la complémentation du médecin. Et donc, il faut vérifier la vitamine B12 et la vitamine A avec le médecin, puisque ce sont des vitamines liposolubles et qu'elles sont importantes du coup dans les troubles inflammatoires. Donc, on va aller expliquer ça au médecin, on va lui dire ce serait bien parce que la vitamine B12 a ça, 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 ça comme rôle. Et là, on va complémenter en oméga 3 dans l'alimentation. Donc, il faut qu'il y ait une bonne fonction de la delta 6 des saturates. Il faut un bon statut en vitamine B12. Et la vitamine A, ça permet la communication des signaux cellulaires, entre autres, une bonne transcription de notre ADN, donc très très important pour l'épigénétique. Le sommeil et le stress. On peut remarquer un possible manque de magnésium. Thomas est très sensible au stress. Le moindre petit impact du stress devient monumental. Donc, c'est bien souvent un manque de magnésium. On a aussi les mauvais endormissements et les réveils nocturnes qui sont souvent liés à un manque en magnésium. Donc, comment est-ce qu'on va venir prouver ça? On va dire affirmer ça avec un test DNS, par exemple. Eh bien, ça va nous permettre derrière de voir s'il y a bien un manque en magnésium. Un possible manque du tryptophane pour la création des neuromédiateurs, le tryptophane, du coup, qui crée la sérotonine et la mélatonine derrière, ce qui pourrait expliquer, du coup, aussi son état de stress, d'anxiété, d'angoisse et ses troubles du sommeil. Il faut savoir, petite chose, que l'inflammation, en cas d'inflammation, on utilise le tryptophane afin de réguler à la baisse l'inflammation. Donc, quand on donne du tryptophane, par exemple, dans un intestin qui va être inflammé, et bien derrière, le tryptophane il va être utilisé en amont pour traiter l'inflammation et non pas pour produire de la sérotonine ou de la mélatonine. Donc, possible manque en tryptophane, en neuromédiateur, en tout cas en sérotonine, en mélatonine. Comment est-ce qu'on va venir vérifier ça aussi? Et bien derrière, on va regarder avec un test DNS. Un stress chronique, sûrement. C'est sur un stress chronique. Pour le vérifier, ça, parce que la clinique parle beaucoup sur les stress chroniques, mais derrière, c'est compliqué de savoir exactement comment vont les surrénales. Donc, vu qu'on travaille avec un médecin, là, on va vérifier l'état des surrénales avec le médecin. On va aller faire doser ça biologiquement pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas, pour voir comment travailler. Au niveau de sa prise de poids et de son foie, mais on va aller vérifier s'il n'y a pas un trouble au niveau de l'insuline. C'est sûr qu'il y a un trouble au niveau de l'insuline, au spoiler. L'inflammation perturbe la communication de l'insuline. Quand l'insuline vient se fixer à son récepteur, comme je disais tout à l'heure, elle emprunte la même voie que l'inflammation pour communiquer ses messages. Donc l'inflammation vient perturber la communication de l'insuline. Donc derrière, on a des troubles au niveau de l'insuline. Et en plus, le médecin nous a dit qu'il y avait un foie malade. Les prises de sang révèlent un foie malade. Dans le foie, on a la conversion des hormones thyroïdiennes T4
en T3. Je vous renvoie à la classroom sur la thyroïde, du coup. Et les hormones T3, du coup, ont un gros rôle à jouer dans les mitochondries, dans la production de l'énergie, dans l'utilisation de nos graisses, de nos triglycérides, du sucre. Donc, derrière, on a un trouble de l'insuline qui peut se créer suite à un manque de production d'énergie au niveau de nos mitochondries. Et un stress oxydatif qui va être très, très important. Les toxines du foie, vu que le foie est malade, elles ne doivent pas être correctement catabolisées et aussi extériorisées du corps. On a une mauvaise détoxication, en fait. Donc, on a une stagnation des métabolites de la détoxication et ces métabolites, la plupart, sont oxydatifs. Déjà un point. Et en plus, on a la libération des enzymes dans du foie dans le sang. Et ça, c'est problématique quand le foie est malade, qu'on dose des les azates, par exemple, ce sont des enzymes du foie qui sont libérées. Et ça, ça induit beaucoup de stress oxydatif aussi. Donc, en accompagnement, qu'est-ce qu'on peut faire? Une alimentation inflammatoire, anti-inflammatoire, bien sûr, intégrer une chrononutrition. Le matin, intégrer du coup pas mal de dopamine avec des bonnes graisses et une collation riche en tryptophane qui luttera du coup contre l'inflammation. Et qui sait, si jamais il y en a qui peut qui peut produire un petit peu de sérotonine, ce sera toujours du plus. On va lui faire de la pédagogie sur le repas équilibré du midi, afin qu'à la cantine, il puisse choisir ce qu'il souhaite. Et on va faire une grosse gestion des acides gras une fois que le terrain sera capable de faire quelque chose de ces changements. Faire quelque chose sur ce terrain, on va passer par la mauvaise digestion des graisses. On va voir avec le médecin pour sevrer les IPP, pour diminuer doucement et intégrer, nous, du coup, derrière, des plantes qui vont pouvoir venir aider sur le sevrage des IPP. Ça, je vous renvoie du coup sur la classroom, sur la bile et sur le pancréas où on en parle. D'expérience, je sais que les besoins en anti-inflammatoires devraient diminuer avec l'accompagnement de l'inflammation. Pareil, pédagogie à avoir avec le médecin. Parler, expliquer, montrer, prouver par des études s'il veut que la gestion de l'inflammation, ça peut se faire comme ci, comme ça, et que derrière, les anti-inflammatoires vont sûrement diminuer. Est-ce qu'il est OK pour diminuer? OK. Quand on pourra diminuer les anti-inflammatoires, on pourra commencer à sevrer les IPP aussi. Parce qu'on n'enlève pas les IPP si jamais il y a toujours des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va créer des ulcères. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, toujours aller vers le médecin, parler avec le médecin. Il y en a de plus en plus de médecins qui sont ouverts aux accompagnements pluridisciplinaires. Donc, il faut y aller. Il faut prouver que ce qu'on dit, ça a de la valeur. On va accompagner avec des enzymes pour venir aider à la digestion des graisses. Et on va accompagner du coup le foie avec du desmodium pour l'aider à récupérer. Pour l'inflammation, on va pouvoir travailler sur l'hyperperméabilité. Ça, je vous renverrai du coup sur les autres classrooms parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois. On va pouvoir donner du coup de la vitamine D émulsifiée après avoir contrôlé le taux avec le médecin. Pourquoi émulsifier? Eh ben, c'est comme si elles étaient pré-digérées. Donc, en fait, on n'a plus besoin d'acidité gastrique, on n'a plus besoin d'enzymes, on n'a plus besoin de bile. Ça va passer directement dans les intestins. Ça va être, du coup, correctement intégré dans notre corps. Pareil pour les oméga 3, pour commencer à lutter contre l'inflammation, vu que la personne ne digère pas les graisses, on va donner des oméga 3 qui sont émulsifiés. Comme ça, on travaille déjà sur l'inflammation, ce qui va permettre de réduire les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec l'accord du médecin, donc de sevrer les IPP, pouvoir travailler sur cette digestion des graisses. On va bien sûr optimiser le cortisol. Je vous renvoie sur la classroom sur le cortisol, du coup. Et on a une super plante qui est le saule, qui inhibe les voies inflammatoires des acides gras, donc les mauvais oméga 6, on va les appeler comme ça. Et en plus, c'est antidouleur. Donc en fait, ça permet de vraiment optimiser la voie des oméga 3, en tout cas des acides gras anti-inflammatoires, et délaisser un petit peu les pro-inflammatoires. Donc, c'est à bien utiliser à bon escient. On ne donne pas ça tout le temps parce qu'on a besoin de notre inflammation, on l'a vu au début. Donc, prendre tout le temps du saule, derrière, on n'aura plus de molécules pro-inflammatoires et ça, c'est problématique. Au niveau du stress et du sommeil, on va pouvoir utiliser des plantes adaptogènes avec une activité immunomodulatrice qui sera vraiment sympa. Les exercices de respiration, ça fait toujours beaucoup d'effets, notamment sur
la sphère nerveuse et donc sur le travail du cortisol et donc le travail du stress et du sommeil. On va pouvoir ici utiliser des tisanes anxiolytiques, la valériane, le millepertuis, le passiflore, la mélisse, le magnésium aussi qui sera très très important chez Thomas. Et je verrai bien de l'ashwagandha le soir et de la griffonia à la collation pour l'ashwagandha, cet effet adaptogène et qui va permettre d'induire un sommeil de meilleure qualité en travaillant sur la sérotonine et la mélatonine. Et la griffonia, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a de la 5-HTP dedans. La 5-HTP, ça donne de la sérotonine, de la mélatonine. En fait, le tryptophane, quand vous en consommez, derrière, ça devient de la 5-HTP, après ça devient de la sérotonine et puis de la mélatonine. Si on a une inflammation qui est très forte depuis un moment, on peut oublier le tryptophane et puis on passe derrière, du coup, directement au 5-HTP. Là, il ne sera pas mangé par l'inflammation, il pourra créer, du coup, de la sérotonine. L'hyperperméabilité, du coup, je vous ai dit, retourner sur les anciennes classrooms, on en a déjà parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à contrôler avec le médecin, la vitamine D, la B12. On a dit aussi la vitamine A. Une fois qu'on a les dosages, on complète si besoin. On va aller regarder le cortisol, OMA et Quickie. Ça va être pour la résistance à l'insuline et aller regarder du coup la thyroïde pour voir s'il n'y a pas un défaut au niveau de la sphère mitochondriale et du coup de la sphère inflammatoire aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de travail. Thomas, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est super important de faire les choses, mais là, d'autant plus de les faire dans l'ordre. Vous avez vu que si on donnait tout de suite de la vitamine D, des oméga 3, des choses qui ont besoin d'être digérées par le corps comme une graisse, et bien derrière, on n'aura pas d'effet. Parce que Thomas n'est pas capable d'assimiler des graisses. Donc, il faut travailler de façon intelligente. Il faut réduire l'inflammation pour pouvoir derrière réduire avec le médecin les anti-inflammatoires non stéroïdiens afin de réduire les IPP, afin de pouvoir retravailler sur sa digestion, afin de pouvoir derrière induire des changements alimentaires qui vont être durables. Donc, on a des choses à faire. Il faut que ce soit fait de manière ordonnée et, euh, et intelligente. Et pas tout d'un coup. Là, un programme comme ça, c'est à mettre sur, je pense que je vais le voir 6-7 séances, à peu près, avant de le lâcher, et de le voir une fois tous les 6 mois pour avoir un suivi sur du long terme quand même sur ce type de problématique. Donc, il y a des choses à faire, mais il faut les faire correctement.